On vous remercie tous d'être venus pour cette conférence. Donc, encore une conférence de date, là on enchaîne ce mois-ci, on aura encore beaucoup de prévu. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Stéphane Lamy, qui nous fera du coup un exposé sur son domaine de recherche, donc le groupe de Crémola. Il est expert mondial des Crémola. Ouais, il y a plus simple de laisser vous présenter. On vous remercie d'être venu et merci à vous et merci à tout le monde. Bonne chance. Bonne chance. Ok, merci. Ça me fait très plaisir de parler à l'occasion, d'avoir des étudiants de chaque niveau, là, L1, L2, L3. Je pense qu'ils m'ont juste L1, mais j'ai même L2, mais je ne sais pas que je vois même des gens qui sont partis en physique. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Je vous parle du groupe de Crémola. Le groupe de Crémola, c'est mon domaine de recherche. Et, je suis chercheur en géométrie algébrique, sous-domaine des maths fondamentales. C'est vraiment les maths les plus abstraites dans les chercheurs en maths déjà, mais ce que je fais, c'est vraiment très très abstrait. Donc c'est un peu un défi de m'adresser à des étudiants en licence et de faire comprendre qu'est-ce que je fais. Donc je vais essayer de vous expliquer, de vous donner des exemples pour vous dire qu'est-ce que c'est ce groupe de Crémola, parce que c'est ces éléments, c'est certaines transformations. Je vais passer un moment à vous donner des exemples, vous donner un peu un feeling de à quoi ça ressemble. Après, j'ai choisi une question, où je n'ai pas besoin de trop de technique pour l'aborder. Donc, une question que je peux me poser sur ce groupe, par les outils. Donc, ça va parler de croissance des degrés de ces applications-là. Donc là, on va discuter qu'est-ce que c'est croissance des degrés. Et après, le but, là, c'est vraiment de vous énoncer un théorème qui dit toutes les croissances des degrés possibles pour mon groupe. Là, il y a 4 croissances possibles. Là, on sera pas loin de la fin déjà, et dans le temps qui reste, on verra ce qu'on va faire. Donc, groupe de Crémola, c'est des applications inversibles. On va les prendre pour aujourd'hui de R2 dans R1. Des applications. De R2 dans R2. Et on les veut inversibles. Inversible, c'est presque objectif là, pour travailler nos techniques, mais en fait, vous allez voir, c'est pas très simple. Je mets inversible avec des guillemets pour les applications de R2 dans R2 inversible, vous en connaissez au moins, celles que vous connaissez tous, c'est les applications linéaires. C'est déjà pas un mauvais point de départ. Donc la linéaire, il est contenu dans cette là. Donc, c'est vrai que l'application linéaire, X plus Y, c'est X plus Y. Donc, c'est des CD qui codent cette application linéaire. Comme je vois en inversible, ce n'est pas juste une matrice à coefficient réel, elle est de déterminant non nul. Elle est dans le groupe linéaire dans G2. Ça veut juste dire que le déterminant a des nombres DC sur je vais regarder des applications qui généralisent ces applications linéaires. La première façon de généraliser l'application linéaire, c'est de dire vous avez des polynômes de degré 1 sur les deux entrées, on pourrait mettre des polynômes de degré quelconque. Donc on pourrait remplacer linéaire par polynomial. C'est vraiment naturel, mais ça va vous expliquer pourquoi je prends 2 et pas 1, parce que c'est le plus simple possible, mais 1 c'était trop simple de mettre R, de mettre R2. Si vous regardez des applications polynomiales à une variable, dès que vous êtes en degré 2 ou plus, ça ne peut pas être inversé. Parce qu'un polynôme, une équation polynomiale, elle a autant de solutions que son degré. Si je veux que ça soit injectif, il faut que quand je pose les valeurs que je vais atteindre, il faut que j'ai une seule solution. Okay. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que les applications polynomiales, il existe des applications polynomiales de degré aussi grand que je veux, de R2 à R2, qui vont être inversibles. Sur R à une variable, ça existe pas. Je vais vous en montrer une. Donc, polynomial, c'est une façon généralisée.
polynôme de degré 2. Alors, vous n'êtes pas habitué, c'était pas évident qu'elle est inversible. Là, les polynomiales, c'est sûr, mais elle n'était pas inversible. Alors, je vous donne l'inverse pour être sûr. Je vous prétends que cette application-là, elle fait le contraire de celle dessus. Donc, si je veux récupérer, si je mets x ici, si je compose, je prends le x de la précédente, je prends la première variable, le y va être là, c'est bon, j'aurai y là. Et si je veux avoir x ici, je prends la deuxième composante, donc je prends y. Ce truc-là, là j'ai x que je veux, plus y2, il faut que j'enlève y2, donc j'enlève ça. Donc si vous faites ceci composé avec ceci, vous tombez ici. Il y a quelque chose qui est inversible, à nouveau c'est donné par des polynômes, à nouveau le degré de qui est là, maintenant il est là. Donc ça c'est un exemple d'application polynomiale inversible, et ça c'est son inverse. Et ce que je disais tout à l'heure, si vous faites l'application par de R dans R qui a x associé x2, celle-là n'est pas inversible. Plus 1 et moins 1 qui est au même endroit. Je ne sais pas de pouvoir répondre. C'est vraiment deux variables, c'est pour pouvoir avoir des choses non linéaires inversibles. Okay, déjà, l'ensemble de toutes les applications polynomiales inversibles à deux variables, c'est déjà un champ d'études intéressant. J'ai fait ma thèse dessus, j'ai resté 3 ans dans ce sujet. Mais on va faire plus dur pour avoir le décrémage. On va remplacer polynomial par fraction rationnelle. On va prendre des quotients de polynomial. Donc j'ai m'autorisé à ce que les deux composantes ici, ça soit non seulement des polynômes, mais en fait des quotients de polynômes. Je généralise polynomial en rationnel, fraction rationnelle. Ça peut être compliqué, mais ça peut être simple. Je vous en donne une toute simple, et comme ça. J'ai juste pris l'inverse de la première coordonnée, l'inverse de la seconde coordonnée. Donc c'est plus les polynômes, c'est des quotients polynômes. Le polynôme 1 et le x. Et l'inverse, il n'est pas dur, là c'est elle-même. Si vous la faites deux fois, vous descendez. Donc elle est toute simple, mais il y a quand même une complication qui n'était pas jusque-là, qui est la raison pour laquelle j'ai mis des pointillés là, je ne fais pas une page pleine. C'est qu'on fait des maths, il n'y a pas une virgule qui est par hasard. Donc là j'ai mis des pointillés pour une raison précise. Et qui est un peu aussi pourquoi j'ai mis inversible entre guillemets. Elle est beau être inversible parce que l'inverse est elle-même, elle n'est pas vraiment bijective. En fait, c'est même pas une application, elle n'est pas définie partout. Parce que si vous prenez x égale 0, vous allez avoir du mal à faire 1 sur 0. Donc, j'avais annoncé, je ne vais pas recrire, mais j'ai annoncé que c'était une application qui avait le R2 dans R2. Mais en fait, pas vraiment, parce que si l'une des deux coordonnées est nulle, je ne peux pas appliquer une formule. Quand vous avez des quotients polynômes, si le dénominateur est 0. Donc, ce que je veux vraiment dire par application rationnelle, inversible, je veux dire qu'il y a un inverse quand c'est bien défini. Donc celle-là, je l'admets. Je considère que c'est une application rationnelle de R2 dans R2, mais en fait, secrètement, je sais qu'il faut que j'enlève certains endroits où c'est mal défini. Donc là, x égale 0, y égale 0, les deux axes de coordonnées, je les enlève. Ailleurs, c'est bien défini et c'est inversible. C'est ça, je dis, c'est ça une application rationnelle inversible. En fait, la façon dont, au niveau de la formule, si vous composez la formule avec elle-même, vous pouvez bien l'appliquer. Donc celle-là est toute simple, je vais vous en donner des un peu plus compliquées, des applications rationnelles pour vous donner un sentiment de à quel point ça peut être tordu, là, et que le groupe, il est quand même assez gros. D'abord, vous pouvez faire des exemples plus compliqués qui sont à variables séparées comme ça. Ici, ça dépend que de x, ici, ça dépend que de y. Si vous voulez faire une variable séparée comme ça, le plus compliqué, ce que vous allez obtenir, c'est deux homographies. Donc, vous allez voir ax plus b sur c plus b. Quelque chose du même genre. Vous pourriez le faire sur y aussi avec d'autres coefficients. Donc ça, c'est une nouvelle façon de mettre des matrices dans ce groupe. La A, B, C, D, c'est une matrice de 2, c'est comme avant. Vous voyez, cette fois, c'est plus 2. C'est une matrice de 2, mais je ne l'ai pas utilisé de la même façon pour faire une application. Je l'ai fait agir
que sur la composante critique. C'est un peu moins évident, vous pouvez faire la vérification pour vous. Si vous prenez deux applications comme ça, définies avec deux matrices de 2 différentes, et si vous les composez comme des applications, en fait ça revient à multiplier les matrices. C'est la même. Vous faites le codex comme une matrice, c'est encore. Ça s'appelle les homographies. Vous pouvez faire une homographie sur X, une sur Y, ou les deux en même temps. Donc en fait, ça c'était une sorte d'homographie. Ça c'était la matrice moins 1 qui fait ceci, cette matrice-là, vous faites 0 ici, 1, 1. Ok, plus compliqué. Maintenant, on peut reprendre celle-là, une homographie, mais suivant le Y, on va changer l'homographie. On va faire une homographie à paramètres. Donc, tous les coefficients, là, on va les faire dépendre du Y. Ça marche aussi. C'est la même formule, mais sauf que dépend des Y. À nouveau, donc là, c'était quelque chose qui était inversible à coefficient réel. Et là, je donne à nouveau ABCD, mais ABCD, maintenant, c'est plus des constantes, c'est des fractions rationnelles en la variable Y. C'est des fractions rationnelles en Y. Les fractions rationnelles en Y, c'est R parenthèse Y. Chacun des coefficients, c'est une fraction rationnelle en Y. Je suppose juste que le déterminant, c'est pas 0. Du coup, il y a un inverse avec une formule d'inversion des matrices comme d'habitude. Pour retrouver ces deux-là, vous les laissez comme il faut, quotienté par un déterminant qui n'est pas nul, et ça vous donne un inverse. On va faire un peu un exemple, faire un exemple concret. C'est assez concret, mais pour faire un exemple particulier, vous faites y2x plus y3 ici y vous associez ça. Et ça, c'est un exemple. J'ai mis c'est la matrice y2, y3, 1, 0. Le déterminant n'est pas nul, parce que maintenant c'est égal. Ce genre d'application, c'est toujours dans ma famille des applications rationnelles, inversives. Vous voyez que celle-ci, elle est polynomiale, la façon dont je l'ai choisie, mais en fait, si vous faites l'inverse, il n'est plus polynomial. Vous êtes objectivisé. Vous pouvez l'utiliser par exemple. Alors, celle que je vous ai donnée avant, là, elle était polynomiale, l'inverse était polynomial. Je vous donne un dernier exemple d'application rationnelle qui est intéressant après. C'est encore une troisième façon de transformer une matrice en une application. C'est ce qu'on appelle les applications monomiales. Donc ça, x puissance a, y puissance b, donc cette fois les coefficients ils servent d'exposants. Comme c'est des exposants, j'ai demandé qu'ils soient entiers. Cette fois c'est GF2, il y a un coefficient z. ABCD c'est des entiers, dire qu'elle est inversible, je veux dire qu'il y a un inverse qui est aussi à coefficient entier, donc c'est dire que le déterminant c'est soit 1 soit moins 1. Si vous voulez un exemple concret, matrice coefficient entier et déterminant 1. Et je me sers de ces entiers pour faire les exposants. Par exemple, c'est ici, x2, y, x. C'est inversible en prenant les exposants de la matrice inverse. Quand vous composez des matrices, des applications monomiales, ça revient à multiplier les matrices associées. Ok, donc chacun des exemples là, pris individuellement, ils ne sont pas si monstrueux que ça. Ok, le choix est compliqué, mais pas tant que ça. Et l'application de Cremona typique, c'est que vous avez pris une comme ça, vous l'avez composé avec une comme ça, vous l'avez composé avec une comme ci, vous faites ça 20 fois, ça rend plus vraiment. Comme elles sont inversibles, chaque fois que vous en avez une, donc elle a son inverse, et aussi quand vous en avez deux, vous pouvez les composer pour en faire une troisième. C'est ce que je viens d'évoquer pour en faire des quantités, typiquement on compose des simples. Donc ça, quand toute application a un inverse et que vous pouvez composer pour retomber sur une nouvelle, c'est une structure de groupe. Donc, mon ensemble de toutes les
transformation rationnelle, comme ça c'est un groupe, et c'est mon fameux groupe de Crémer. L'ensemble de tout. On dit que c'est des transformations bi-rationnelles, parce qu'elles sont bijectives rationnelles, rationnelles dans les deux sens. Et on dit bi-holomorphes ou des holomorphes. Donc là, c'est bi-rationnel. Ça forme un groupe. Donc évidemment, c'est la difficulté. Ceux qui savent que c'est un groupe, tant mieux. Et ceux qui ne savent pas, c'est juste ça, c'est que tout le monde a l'inverse, et quand on compose, on a un nouvel élément. Donc c'est le groupe. Donc, si vous regardez le cas avec lequel j'ai démarré, il y a le groupe linéaire, GL de R, c'est aussi un groupe. Si vous prenez deux matrices inversibles, chaque matrice inversible est un inverse. Et vous composez deux matrices inversibles, ça vous donne une autre matrice inversible. Donc c'est un groupe pour la multiplication des matrices. Vous voyez qu'en un sens, il est de dimension 4, parce que ça dépend de 4 paramètres, de 4 coefficients. C'est plutôt un groupe gentil. Okay, il est infini, il y a une infinité de matrices inversibles, mais par contre, il est de dimension finie. Il dépend de 4 paramètres, de dimension 4. Alors que le groupe que je viens de vous décrire, il est infini, mais il est aussi de dimension infinie. Parce que, par exemple, si vous regardez celle-là, là, vous pouvez mettre n'importe quelle fraction rationnelle. Les fractions rationnelles, c'est du polynôme, par exemple, de n'importe quel degré. Vous avez déjà une infinité de coefficients juste avec celle-là. Quand après vous les composez, vous pouvez composer un nombre arbitrairement grand, des trucs comme ça. C'est pas un petit groupe. Ok, on a défini le groupe. Alors, après, il faut se poser des questions dessus, mais je pense que dans le teaser, là, quand on voit Mathias, il a. Ok, je suis spécialiste mondial comme à soi, mais en plus j'ai écrit un livre dessus. Je suis plutôt sur la fin. J'ai commencé en janvier 2020, là, juste avant les arrêts qui nous arrivaient. Et je suis pas loin de finir. Et il fait à peu près 400 pages. C'est bien. J'ai pas beaucoup plus élargi la situation. Ça reste un peu par là. Il y a plein de problèmes. Aujourd'hui, j'en choisis un. Disons, pour poser une question sur le groupe, c'est comment classer toutes ces applications à conjugaison. Ça, c'est une question naturelle à se poser quand vous avez un groupe. Se poser la question des classes conjugées. Bon, j'explique un peu ça. Une question comment classifier les éléments. En fait, la façon dont je le note, le groupe de Cremona, je note BIR, R2. BIR pour birationnel, donc les applications birationnelles de R2 dans R2. On commence à classifier les éléments de ce groupe de Cremona à conjugaison près. La conjugaison, c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier dans le cas du groupe linéaire. Dans le groupe linéaire, c'est la question de classifier les matrices à un changement de base près, la matrice de passage près. Donc, quand vous avez une matrice A, considérez que c'est la même application que la matrice P A P-1. Vous avez choisi une matrice de passage P. Et ça, c'est pour un groupe quelconque, c'est l'opération de conjugaison. C'est-à-dire, je considère qu'une application F dans mon groupe, je la considère conjuguée à une autre, si à G dans le groupe. Si vous pouvez dire, vous pouvez passer de GAF par, là c'est par une matrice de passage, une transformation de passage, voilà, H. Passer d'une application à l'autre.
composant à droite et à gauche par une autre transformation qui est son matrice, qui joue le rôle de matrice. En tout cas, pourquoi la question est intéressante et pourquoi elle est pertinente, c'est un peu la même réponse que pour les applications linéaires. C'est une question naturelle quand vous pensez à ces transformations comme des systèmes dynamiques, c'est-à-dire des transformations que vous allez itérer. Et vous vous demandez, déjà une application linéaire, prenez une application linéaire, qu'est-ce qui se passe quand je compose cette application linéaire avec elle-même 1000 fois, 1 million de fois, qu'est-ce qui se passe asymptotiquement. Déjà multiplier une matrice avec elle-même 10 fois, déjà 1 million de fois, il faut une astuce. Alors, l'astuce, c'est le mettre sous une forme où la réponse est évidente. L'astuce en algèbre linéaire, c'est diagonaliser. Une matrice diagonale, donc c'est juste exposant 1 million sur les termes diagonales, vous avez la réponse. Alors, sur la matrice 4, 4, la matrice 2, 2 à la coefficient du départ, c'est pas du tout évident de trouver comme ça direct une formule qui donne la puissance 1 million. Donc, l'astuce pour les matrices linéaires, pour le groupe linéaire, pour les matrices, c'est on se place, on conjugue pour arriver à une matrice diagonale où c'est évident de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on itère. On a une forme normale où le problème de itérer l'application est facile à comprendre. Si on peut diagonaliser, vous avez une matrice, vous dites, si j'arrive à diagonaliser, okay, là je peux l'itérer une fois, puis après ma matrice de bâtard je la fais à l'envers, puis j'ai retrouvé ma matrice de départ. Bon, il y a des problèmes de type, si votre matrice itérée 1000 fois, elle a tendance à attirer tout le monde vers l'origine, celle conjuguée, elle fait la même chose. Ce genre de comportement, est-ce que les points partent à l'infini ou est-ce qu'ils s'approchent des points fixes, des choses comme ça, ça ne va pas changer par votre conjugaison. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne change pas les comportements qualitatifs d'un système dynamique. Le fait d'avoir des orbites qui tournent, qui reviennent au point de départ, ou qui partent à l'infini, avec certaines vitesses d'échappement infini, tout ça, c'est invariant par ce. Juste pour vous donner une idée pourquoi c'est pertinent de chercher dans une classe de conjugaison l'élément le plus simple possible. Donc pour les matrices, c'est diagonaliser. Quand on va diagonaliser, on cherche pour un trigonaliser, qui est un moins normal. C'est aussi à peu près itérer la matrice triangulaire. Donc là, comment faire l'analyse? Ok, ça c'est la question. Toujours, je vais m'appuyer. Je considère que vous êtes des experts de GDR et que, comme ça, je m'appuie sur les je vous rappelle des choses. Alors, donc, commençons par. Le truc, ça va être d'essayer de trouver un invariant, un point commun entre G et F. Le fait qu'elles soient conjuguées, quelle est la quantité qu'elles ont en commun, le fait qu'elles soient conjuguées. Et déjà se poser la question pour les applications linéaires précédemment. Donc si vous avez deux matrices, donc la sous-question c'est quel est l'invariant commun. Donc, invariant, ça veut dire quantité définie par la formule. On va voir. Quel est l'invariant commun à G et à F. Comme la question est dure, on va la faire déjà pour une matrice. Donc pour A dans G de R et B qui serait conjugué. Vous avez deux matrices de 2. Vous savez qu'elles sont conjuguées. Par exemple, vous savez qu'elles ont le même déterminant. Si vous savez ce que c'est le déterminant. Le déterminant, là, le AD moins BC, c'est une entité qui ne varie pas son conjugué. Le déterminant de A, c'est le conjugué. Un autre, peut-être qui est moins. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu, c'est la trace, la somme des éléments de la diagonale. C'est un exemple typique en algèbre linéaire de constater que la trace de A et la trace de son conjugué, c'est les mêmes. La trace de A, c'est aussi la trace de B. En fait, pour les matrices de 2, ça c'est deux
conséquence d'un truc plus, une raison plus élevée, qui est qu'à une matrice, on peut attacher ses valeurs propres. Exactement si jamais vous arrivez à diagonaliser, c'est exactement les deux valeurs qui sont sur la diagonale. Et géométriquement, il y a deux directions spéciales qui sont préservées et qui sont préservées avec certains coefficients de dilatation. Donc vous avez une matrice A, l'idée de la matrice A, chaque fois que vous avez deux, c'est un R2, vous avez deux directions qui sont préservées, mais pas point par point. Donc vous avez un point ici, il est envoyé sur la même droite, mais avec un certain coefficient. Ça c'est le coefficient lambda 1. Et un point ici, il est envoyé sur la même droite, mais avec un certain coefficient, peut-être à l'opposé, c'est le coefficient très négatif, le coefficient lambda 2. Et ces deux coefficients là, de dilatation opposée, donc les valeurs propres sont invariantes par contre. Tout le monde les appelle lambda, alors lambda 1, lambda 2. Et en fait, pour les matrices de 2, le déterminant c'est le produit, donc comme les valeurs propres sont invariantes, le produit aussi. Et la classe c'est la somme. Les valeurs propres sont invariantes. Et aussi un autre donnée là, qui est liée aux valeurs propres, c'est les valeurs propres, a priori, même si la matrice est réelle, ça pourrait être des complexes. La façon de les obtenir, c'est en prend les racines. Ça pourrait être deux racines complexes. Mais vous pouvez vous demander quelle est la plus grande, comme c'est des complexes, disons, quelle est celle qui a le plus grand module. Vous pouvez regarder le module maximum entre lambda 1 et lambda 2. Ça s'appelle le rayon spectral. C'est celui que vous avez le moins vu. Mais c'est celui-là, vous pouvez l'attraper d'une façon intéressante. Et pour pas généraliser après pour quand vous avez une matrice, vous pouvez mettre une norme sur les matrices. Vous pouvez mesurer si une matrice est grande ou petite. De plein de façons différentes. Une façon de faire, c'est de regarder les quatre valeurs absolues de coefficients et de prendre le max de ça. Vous pourriez faire aussi la somme des valeurs absolues, vous pourriez faire la somme du carré. Tout ça, ça va vous voir intéressant. Faisons celle du max. Je vais noter norme infinie de ma matrice A, je vais dire c'est le max des quatre coefficients en valeur absolue. C'est une façon de mesurer qu'une matrice est grande ou pas, et si cette norme infinie là est 0, c'est-à-dire que tous les coefficients sont nuls. Si c'est 1000, c'est qu'il y a au moins un coefficient à 1000. C'est assez. Ok, alors maintenant, je suis dans mon problème d'itération. Donc, je vais le mettre ici. Donc, je prends la proposition. Prenez votre matrice A de 2. Vous l'itérez n fois, 1 million de fois. Vous regardez la norme de cette matrice itérée. Réfléchissons, si la matrice est diagonale, si c'est lambda 1, lambda 2 sur la diagonale, là vous avez lambda 1 puissance n, lambda 2 puissance n. Et donc c'est lambda 1 qui est grand et lambda 2 qui est petit. Donc le plus grand, c'est lambda 1 puissance n en module. Et j'aimerais bien faire un truc, une limite. Donc, comme là j'ai un lambda 1 puissance n sur le cas diagonal, pour obtenir une limite, le truc naturel c'est de prendre la racine énième. Je fais l'itérer énième de ma matrice, je prends la norme, je prends la racine énième de ce truc-là. La proposition c'est que ça, sur la matrice diagonale c'est évident, mais sur une matrice quelconque, ça converge vers le truc. Ça converge quand on l'infini vers le truc. De cette façon, vous n'avez rien diagonalisé, vous ne savez pas chercher les valeurs propres, vous avez juste fait une suite et vous avez obtenu, peut-être pas toutes les valeurs propres, mais la plupart. C'est intéressant. Un phénomène, un moyen dynamique d'aller chercher quelque chose qui dépend, là, le rayon spectral, il dépend que de la classe de conjugaison de A et pas que de A. Ça va? La morale, là, c'est en itérant et en faisant un procédé de limite, j'ai obtenu une quantité intéressante, la plus grande valeur. Je veux imiter ce truc-là pour mes transformations de Cohen.
je vais les itérer 1000 fois, et je vais essayer, avec un procédé limite, de sortir une quantité intéressante. Et quand vous faites ça, en fait, c'est par nature, même si je ne savais pas d'avance que ça allait tomber sur le rayon spectral, vu comment j'ai construit le truc, c'est obligé que ça soit un variable par conjugaison. Si vous pensez, si vous remplacez AN par P, AN, P-1, vous perturbez à droite et à gauche par multiplié par P, multiplié par P-1, vous allez perturber un peu les coefficients de la matrice. Là, vous avez, j'ai fait, vous voyez à quoi ça ressemble. Je veux vous faire sentir que cette formule, sans même savoir quelle est la valeur spectrale, c'est obligé que ça donne la même valeur pour A et pour B. Quand je conjure, ça change rien. C'est par nature, ça donne des invariants. Alors, pour justifier ça, pourquoi vous avez votre matrice AN, j'ai AN, je vais juste la multiplier déjà de ce côté-là. Après, je multiplie par P-1 l'autre. Qu'est-ce que ça. Comment ça perturbe les coefficients multipliés par P d'un côté. Il faut noter les trucs. Alors, disons là, ça va être P1, P2, P3, P4, coefficient P. AN, BN, CN, DN, des coefficients de A itérés un million de fois. Donc là, les coefficients ils sont grands, d'accord, et eux ils sont petits, ils sont fixés une fois partout. N est très grand, là, et P est fixé une fois partout. Donc là, il y a des grands coefficients, là, il y a des petits coefficients. Je ne vais pas tous les calculer, mais calculons le premier. Donc celui là, c'est P1 AN plus P2 CN. Vous voyez, vous avez la somme de deux grands coefficients multipliés par P1, P2 qui sont avec hauteur bornée là. Donc, par exemple, si ça c'est 10 et ça c'est 15, le truc là, ça ne sera pas plus grand que 2 fois 15 fois le max des deux. Donc la norme de tout ce bazar, c'est une norme ici. C'est plus petit que 2 parce que je fais une somme de deux termes. Le max de tous les PI, là, c'est la norme de P, et puis la norme. Le 2, c'est parce que c'est une matrice de 2, c'est une matrice NN. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une quantité qui dépend que de P, là, qui est fixée une fois pour toutes, fois le AN. Si je compose maintenant par P-1 de l'autre côté, à nouveau je vais perturber à nouveau par 2 la norme de P-1, et ça fera. Le même calcul, vous avez P, AN, P-1 en norme. Plus petit que 4, donc 2 fois 2, la norme de P, la norme de P inverse, et puis la norme de tout ça c'est une constante. Après on a un C pour. Si vous remettez tout le bazar ici, là, vous calculez ma limite en remplaçant cette norme de AN par une constante fixée une fois pour toutes, C fois ça. Le C racine énième à l'infini, ça tend vers 1. Vous faites la racine énième d'un truc fixé une fois pour toutes, ça tend vers 1. Donc ce C à la puissance 1 sur n disparaît, la limite, vous avez la même limite. Et puis je fais de l'algèbre, c'est un peu d'analyse pour aujourd'hui. La morale de ce truc, c'est quand vous faites vous fabriquez un invariant avec un procédé de deux limites, c'est très naturel que ça soit invariant par conjugaison. Parce que conjugaison, c'est une perturbation avec une borne établie une fois pour toutes, et à la limite, elle disparaît. Ok, alors faisons la même chose pour notre autonomie. Une quantité naturelle associée à une application rationnelle, c'est de regarder son degré.
rationnel que je vais décrire. Des choses de mon programme. Une quantité naturelle associée, c'est le degré. Alors, si c'était des polynômes, c'est clair ce que c'est le degré d'un polynôme. Je pourrais prendre le maximum des deux. Si F0 et F1 sont des polynômes, je prends juste le maximum des 2 degrés. Vu que c'est des fractions, c'est des quotients de polynômes, c'est pas complètement clair comment définir un degré. Voilà la façon. Donc, là, a priori, vous avez F0, c'est fraction de 2 polynômes, là c'est fraction de 2 autres polynômes. Pour parler de degrés, c'est bien de les mettre au même dénominateur et de les écrire comme ça. Donc, vous avez le premier numérateur sur un dénominateur, vous avez un deuxième numérateur sur le même. Vous pouvez toujours écrire vos 2 fractions rationnelles au même dénominateur, en multipliant par ce qu'il faut à droite et à gauche. Une fois que vous avez fait ça, le degré, la bonne façon de le définir, c'est le maximum entre le degré de N1, de N2 et de ce dénominateur commun. Ça paraît un peu artificiel comme ça, je vais essayer de vous dire après pourquoi c'est naturel. Donc c'est max des degrés de N1, N2, on peut attacher comme ça un degré avec l'application rationnelle. Et ça joue un peu le rôle des parleurs propres, si on veut. Et on peut faire la même tentative ici, c'est-à-dire itérer l'application, prendre le degré d'itéré, prendre la racine linéaire et se dire est-ce que ça converge, et si oui, ça va converger vers un truc qui devrait être invariant par ce que je fais. Donc ça marche bien, c'est ce qu'on appelle le degré dynamique. Une définition, on appelle degré dynamique. La quantité qui est obtenue en faisant la même construction, la quantité F. Vous prenez F, vous l'itérez une fois, donc F à la puissance n, ça veut dire F composé avec lui-même, n fois, comme matrice. Regardez le degré de cette application itérée une fois, le degré dans ce sens-là, et vous prenez la racine minimum de ça. Et enfin, la limite de ça. La limite existe, je ne vous ai pas remonté la faute tout à l'heure non plus, mais c'est pas difficile de voir que la limite existe. Et par nature, par construction, le fait que ça soit obtenu avec toutes ces limites, ça va être invariant par toujours. En quelque sorte, c'est le degré dynamique qui mesure à quel point les degrés augmentent quand on fait. Donc, en fait, ce que je vous ai fait sur les matrices, ça mesurait plutôt comment les coefficients de la matrice augmentent. Et les coefficients d'une application polynomiale, c'est pas vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les exposants. Mais on regarde comment les exposants augmentent. C'est quand même des questions. Alors, je vais reprendre quelques exemples. Je vais vous montrer quel est le degré dynamique sur quelques exemples pour donner un feeling de à quoi ça ressemble. Et après, je vous ai montré le théorème qui classifie tous les croissances de degrés. En fait, comment cette suite de degrés là peut augmenter. Et ça capture le comportement asymptotique souvent de cette suite. Alors, des exemples. D'abord, le cas plus simple, si la suite des degrés est bornée, donc là il y a une borne uniforme indépendamment de n, c'est le même argumentaire. Si vous avez une borne ici, à la puissance, la racine énième, ça tend vers 1, donc la limite, ça va être. Déjà, ce truc est plus grand que 1. Et si jamais vous avez une suite bornée ici, ça fait 1. Si la suite degré dfn est bornée, une
façon que ça peut être dans si je prenais l'application linéaire, ça va être de degré 1, et puis itérer deux fois toujours degré 1. Tous les itérations linéaires, toujours degré 1. Donc ça, c'est une façon un peu ennuyeuse de border, mais pas celle de tout à l'heure, peut-être si vous faites f égale 1 sur x, 1 sur y. Alors déjà, de quel degré elle est? Donc avec ma définition un peu tordue de degré, là, il faut que je mette au même dénominateur. Donc là, il y a du x à y, donc je mets tout sur xy. Donc ça, j'ai xy, c'est mon degré commun. Et donc ici, pour avoir la chose, y, et ici, je mets ça. Le procédé que je voulais faire abstraitement, là, sur cet exemple, c'est ça. Mettre mon dénominateur. Du coup, le max entre ce degré, ce degré, ce degré, c'est 1, 1, 2, et c'est degré 2. Vous vous rappelez que celle-ci, elle est toute simple parce que quand vous elle est son propre inverse. Donc si vous faites f deux fois, c'est identité. Donc f est de degré 2, f itéré deux fois, c'est identité, c'est degré 1. F itéré trois fois, c'est elle, c'est degré 2. Donc là, elle change de 1, 2, 1, 2. Elle est bornée, mais pour une raison moins. Ça aussi, c'est déjà une borne. Je reprends la polynomiale que je vous ai dit tout à l'heure, celle qui est polynomiale dans les deux sens. C'était celle-ci. L'application qui a xy associé y, y2 plus x. Donc on va pas l'itérer une fois, mais déjà deux fois. Donc c'est quoi f carré? Juste pour voir comment ça marche. Donc f carré, c'est f moins f, ça veut dire ça. Donc y, y2 plus x. Donc le cas est tout même. Alors vous prenez y, donc c'est ce côté-là, y2 plus x. Y au carré, donc je prends ça au carré. Plus x. Quand vous allez développer ça, il y a y4 qui va sortir. Donc là, vous avez quelque chose de degré 2, et ici de degré 4. Au départ, f était de degré 2, et f carré de degré 4. Petite récurrence là, vous répétez ça, et vous voyez que f itéré n fois, c'est de degré 2 puissance n moins 1. Puissance n, F2 de puissance n. C'est bon? Juste avec le même argument, faites la même chose. Ok, donc l'application f, quand vous l'itérez, elle devient de degré de plus en plus grand, parce que vous êtes en train d'empiler les puissances de 2, comme ça. C'est de 2 puissance n, et donc quand vous faites la racine énième du degré de fn, vous tuez ce n, vous retrouvez sur 2. Un formidable, on a fait le calcul pour. Finalement, le degré dynamique, c'est le même degré que celui dont on est parti. C'est assez décevant, mais en fait, cet exemple, c'est exactement la même chose que les matrices diagonales. Si vous parlez d'une matrice diagonale et que vous voulez calculer sa valeur propre avec ma technique comme ça, c'est un peu décevant aussi. Quand vous avez une matrice diagonale, itérer une fois, c'est juste mettre les puissances n sur la diagonale et vous l'enlevez tout de suite. C'est exactement parce qu'elle est trop simple que ce résultat est décevant. Prochain exemple va être moins décevant. En tout cas, celui-là, c'est G, c'est la même chose que le degré ordinaire de f. Maintenant, je vais vous en montrer une où ce n'est pas le même degré. Et en plus, vous allez voir un truc qu'on n'a pas vu voir. Donc, c'est la monomiale que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on prend x de y, x, y. On avait pris la matrice 2, 1, 1, comme ça, puis on avait regardé cette matrice comme une matrice d'exposant. On avait connu cette transformation. Donc elle est de degré 3, ça. Les dénominateurs sont déjà 1, c'est facile, donc c'est degré 3 à cause de ça.
Donc, le degré de f, c'est le max de 3 et 2, le degré de chaque composant, donc c'est bien de se rappeler que la deuxième degré de l'école. Alors, quel est le degré de. On va calculer f carré. Donc, f carré, il faut que je prenne. Je fais x au carré, donc je prends ça au carré. Donc, je fais x au carré, y au carré, et je divise par y. Ici, je me prends ça. Je multiplie par ça. Bon, je peux tout développer, mais en fait, pour calculer les degrés, oui. Je prends le degré qui était ici, je prends le degré qui était là, 3, je le mets au carré, donc ça fait 2 fois 3, je veux dire. Et puis j'ajoute le degré qui est là. Donc en fait, pour calculer le nouveau degré, c'est 2 fois la quantité qui est là, 2 fois 3, plus celle qui est là. Donc 2 fois 3, 6, plus 2. Et le degré qui est là, c'est ça plus ça. Donc ce que je prends le x, qui est là, je multiplie, donc au niveau des degrés, ça s'ajoute. Là, c'est 5. 8, c'est 2 fois 3 plus 2, 5, c'est 3 plus 2. Du coup, je n'ai pas besoin de calculer vraiment le F3, je peux calculer ce degré de F3. Le degré de F3, c'est 2 fois 8 plus 5. 2 fois 8, 16, et 5, 21. Et là, c'est 5 plus 8, 13. Alors, vous devriez tous voir que c'est la suite 2, 3, 5, 8, 13, 21, Fibonacci. Donc, mon degré, en fait, ici c'est 8, ici c'est 21. Et c'est le degré, c'est un coup sur 2 dans la suite de Fibonacci. Là, je fais 2, 3, 1 degré, 5, je le saute, 8, 5 degré, 13, je le saute, 21. Donc je fais un élément sur 2 dans la suite de Fibonacci usuelle, c'est la suite de degré. Vous savez que la suite de Fibonacci, elle est. Les termes successifs de la suite de Fibonacci, ils sont dans un rapport de plus en plus proche du nombre d'ordres. Le millième terme de la suite par rapport au 999e, ils sont presque dans le rapport du nombre d'ordres. Là, comme j'ai fait un coup sur 2, je vais dans un rapport du carré. Donc, le nombre d'ordres, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, et le carré du nombre d'ordres, c'est 3 plus racine de 5 sur 2. Je vais calculer à l'arrivée. Donc le lambda f, là, c'est 3 plus racine de 5. Parce que c'est le nombre d'ordre de notre phi, souvent. Le nombre d'ordre, c'est 1 plus racine de 5. Peu importe la valeur exacte, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas entier. C'est moins ennuyeux que le 2 là. On obtient un truc, un nombre. Il ne peut pas être. Bien sûr, c'est pas le degré de f, mais c'est pas le degré au fil d'application, parce que c'est même pas un nombre. Le comportement asymptotique, il est intéressant. Je vous en montre une dernière, et après je peux vous énoncer le théorème. Dernier exemple, si vous prenez f, x, y, elle est un peu du même genre que celle-là, c'est une monomiale, mais c'est cette matrice-là. Celle-là est beaucoup plus simple. Quand vous itérez ça n fois, vous avez toujours des 1 sur diagonale, vous avez un n ici. Ça correspond à dire que si vous faites f itéré n fois, c'est x, y, n, y. La formule est vraiment très simple. Le degré, c'est n plus 1. Donc ça grandit comme n essentiellement, plus 1 près. Donc si vous faites n plus 1 et vous prenez sa racine énième, n plus 1 c'est vraiment l'infini, la racine énième c'est plus fort que le truc. Donc en fait la limite c'est 1. Donc ça c'est un exemple, la limite est 1 sans que ça soit borné. C'est ça qui est intéressant. Lambda de f c'est 1 parce que c'est la limite de n plus 1 racine énième, mais non. Le degré de f, n n'est pas borné. Ce que c'était le degré dynamique, je vous ai montré des exemples de comportements différents. Et maintenant, je vais vous énoncer un théorème qui vous dit
tous les comportements possibles pour toutes les applications de Crémona possibles, même celles qu'on n'arrive pas à écrire dans d'autres tellement elles sont. C'est un peu l'analogue de toute matrice est soit diagonalisable, soit trigonalisable. Comme ça, vous mettez dans des classes les éléments. Dans mon théorème, il va y avoir 4 classes différentes. Quatre comportements possibles pour la suite individuelle. Quatre comportements possibles. Pour la suite, on va l'appeler UN, c'est le degré de Fn. Le premier comportement possible, c'est quand cette suite est bornée. Égal à 1 ou égal à 1 plus 2 plus 1 plus 2. Ça rentre dans la première catégorie. La deuxième façon, c'est que la suite n'est pas bornée, mais elle croît linéairement. Elle croît linéairement, je veux dire, par rapport à n. Donc, ça veut dire qu'il existe des constantes a plus grand que 1, 2 plus grand que 0, telles que un, vous pouvez l'encadrer entre, disons, 1 sur AN moins B, AN. C'est la façon technique de traduire. Ce qui est important, c'est que la borne en dessous et la borne au-dessus, c'est des polynômes de degré 1 en n. C'est ça le but. Et après, c'est à un coefficient ici, là, qui est petit que 1 plus grand que 1, il y a un petit shift. Le petit shift, il sert pour. Alors, si vous mettez n égale 0, là, et que votre premier négatif, vous êtes obligé de mettre un chiffre. Donc, le chiffre, il est juste là pour gérer les premiers termes. Si vous dites à partir du terme 1000, vous n'avez pas besoin de vidéo. Le truc là. En tout cas, linéaire pour dire que c'est pareil, c'est pareil qu'un polynôme de degré 1. Je vous en ai fait un exemple. N plus 1, le degré de ça, c'est n plus 1, c'est n. Le troisième cas, c'est ça croît quadratiquement. C'est la même chose, mais en temps des carrés. 1 sur A, n carré, moins b, en moyenne, à n carré. La suite du n, elle ressemble plutôt à n carré que à n. Ça, on n'a pas vu l'exemple comme ça. Juste ça existe, mais on n'a pas d'exemple. C'est pas facile à dire. Mais ça existe. Donc on pourrait s'attendre à qu'il y ait une infinité de cas, genre ça croît linéairement, quadratiquement, cubiquement. Non. Le quatrième cas, c'est si ça croît linéairement, quadratiquement, c'est que ça ne croît pas polynomialement, ça croît comme une exponentielle. Et ça, c'est les deux seuls cas polynomiaux. Les derniers, c'est des cas exponentiels. En fait, les trois premiers cas ici, ils correspondent à différents cas de degré dynamique égale 1. Quand vous faites la racine énième d'un truc comme ça, la racine énième elle gagne sur le carré. Donc, sur le carré. Donc, en fait, le fait d'avoir cet encadrement-là, ça force la racine énième de n à tendre vers 1. Là aussi, là aussi. Tout ça, c'est des variantes sur les degrés dynamiques 1. Ça, c'est quand le degré dynamique est strictement plus grand que 1. Ça croît exponentiellement, donc ça ressemble. UN, c'est équivalent à lambda puissance n, où lambda, c'est le degré dynamique. Lambda est plus grand que 1. On peut dire plein de choses dans chacun des cas. Par exemple, je vais juste dire un truc, là, c'est le lambda qui est ici. C'est un nombre réel plus grand que 1. En fait, c'est pas n'importe quel nombre réel, c'est forcément un nombre algébrique. Un nombre algébrique, c'est un nombre qui est racine d'un polynôme à puissance entière.
mon nombre d'or, là, ou mon carré du nombre d'or, c'est un nombre non entier, certes, mais il est algébrique, parce qu'il est racine d'un polynôme coefficient. On appelle ça un nombre algébrique. Ok. Je vous avais annoncé que quand j'avais fini le théorème, on serait pas loin de la fin. Il me reste 5-10 minutes. Il me reste une page et demie de trucs à vous dire. Je vais savourer un peu, mais c'est là que je voulais arriver. Okay, jusque-là, j'espère que c'est à peu près suivable. Et maintenant, je peux faire des commentaires, passer en mode science-fiction. C'est-à-dire pour vous dire un peu les choses que je vous ai cachées et comment on montre vraiment, comment, je ne vais pas vous dire comment on le montre, mais les ingrédients qui sont cachés dans la façon dont je l'énonce. Toute la façon que j'ai eu de vous présenter jusque-là, je vous cache vraiment que c'est de la géométrie algébrique. Vous n'avez presque pas de géométrie dans les histoires. Alors que vraiment, la technique, le sujet, c'est de la géométrie algébrique. Alors, je vais commenter là-dessus sur un aspect, comme je me suis fixé sur le degré, et en plus je vous ai donné une définition toute bizarre du degré, là, encore là. Je vais vous donner la définition géométrique du degré, c'est là avec laquelle je travaille. Et je vais essayer de la justifier un peu, du coup ça va être mon prétexte pour vous dire exactement les choses que je vous cache dans cette énoncé. Alors, la définition du degré ici, je vais faire ici. Donc, définition géométrique du degré, parce qu'on pourrait essayer de définir la même quantité d'une façon géométrique, mais plus convaincante peut-être. On va de R2 dans R2. Alors c'est géométrique, donc on va utiliser des courbes. Donc, je prends une droite dans R2, n'importe quelle droite, il n'y a pas du tout besoin de passer par le J, une droite affine. Je prends une droite à l'arrivée, elle aussi n'importe comment. Et je regarde la préimage de la droite ici par l'application F. L'application est rationnelle, la préimage d'une droite, c'est plutôt une droite, c'est une courbe qui a une certaine forme. Donc ça c'est F-1 de la courbe C à l'arrivée. Ça c'est L. C. Le degré, c'est le nombre d'intersections entre la droite générale de l'univers et la préimage d'une droite générale. Donc là, c'est le degré 4, il y a 4. Le truc que j'ai compté avec les formules bizarres, en fait, compte ça. Il est fait pour compter ça. Parce que je sais que je veux compter ça, je donne ça. Donc, dit comme ça, c'est assez naturel de dire par la préimage d'une droite, ça fait une courbe qui intersecte les droites avec forme de poids, on appelle ça le degré, à la fois de la courbe et aussi de la fenêtre. Ok, mais cette définition-là, elle ne marche pas du tout dans le cas que je vous ai mis là. Je vais vous montre pourquoi elle ne marche pas. Du coup, je vais réparer un peu. Donc la définition elle est basée sur un théorème qui s'appelle le théorème de Bézout. C'est comme ça, si vous avez le théorème de Bézout, vous prenez C1, C2, vous prenez deux courbes dans le plan. C'est des courbes en géométrie algébrique, elles ne sont pas données par des équations n'importe comment, elles sont données par des équations polynomiales. Comme elles sont dans le plan, elles sont données par une seule équation polynomiale. Donc chacune, elles sont données par le P0 de 1 polynôme, F1 égale 0, c'est P1, P1 égale 0, ça c'est P2 égale 0. Comme c'est des polynômes, ils ont un degré, et le théorème de Bézout vous dit que le nombre de points d'intersection des deux courbes, c'est le produit des deux. Ça intersecte, exactement D1 fois D2 fois. Si ça c'est D1, c'est le
D1 à un cours de degré D2, il est dessiné dans le plan, le D0, ça s'intersecte exactement en D1 fois D2 fois. Et là, je vais faire des dessins pour montrer que ça ne marche pas. Donc, voilà un premier exemple qui ne marche pas. Après, on commence avec un exemple qui marche. Voilà un cercle. Ça, c'est une équation de degré 2. Ça pourrait être la première courbe. Prenez une droite. Là, c'est un cas qui marche. Droite est de degré 1, ça fait degré 2, ça s'intersecte un peu. Si vous connaissez droite là, ça a l'air de moins bien marcher. Okay, donc ça, c'est le premier problème. Il y a 3 problèmes dans mon définition. C'est le premier. Il ne faut pas travailler sur R. Depuis le début, j'ai mis R2, jamais je fais ça. Il faut travailler sur C. Parce que quand on est en train de chercher des intersections, on est en train de chercher des racines de polynômes. Et les racines de polynômes, ça marche bien mieux sur C que sur R. Sur C, il y en a exactement le même nombre que le degré de polynôme. Alors sur R, ça dépend discrètement. Donc là, cette droite et ce cercle s'intersectent 2 fois. Ah oui, les 2 points d'intersection, ils sont à coordonnées complexes. Du coup, ils ne sont pas sur le bon dessin. Ils sont là, mais à coordonnées complexes. Le premier truc que je ne vous ai pas dit, mais que je vous dis maintenant, c'est qu'en fait, vous travaillez sur C pour que ça marche bien. Donc R, oui. Techniquement, pour être algébriquement clos, il faut que les polynômes, un polynôme de degré n, il faut qu'il y ait n racines sur C. Ok. Une autre chose qui est facile peut-être à. Une autre chose, c'est que si vous prenez cette droite qui est de degré 1, et puis cette droite qui est de degré 1, qui lui est parallèle, c'est tous les deux degrés 1, il doit avoir un point d'intersection, après des autres, elles en ont pas. Là, ça, c'est pas un problème de non complexe. C'est un problème que le point est à l'infini. Elle se touche, là, comme les deux rails parallèles, là, ils touchent à l'horizon au point à l'infini. Donc l'autre problème, c'est qu'il ne faut pas travailler sur R2, il faut travailler sur quelque chose de compact. Il faut rajouter les points infinis qui manquent, parce que dans ce genre de cas, le point d'intersection de Bézout, il est à l'infini. Donc il ne faut pas mettre R2, il faut mettre un espace projectif. Ça se met P2. Espace projectif de la même dimension, et on rajoute des points à l'infini. Essentiellement, on rajoute un point dans chaque direction de droite. Okay. Le dernier cas qui est embêtant, c'est celui-ci. Si vous prenez une droite comme ça. Cette droite et ce cercle, ils se rencontrent en un seul point. Là, il n'y a pas de point imaginaire en plus, il n'y a pas de point infini en plus. Le problème, il est juste là, et le problème, c'est que là, il faut compter 2 par contre. Donc il faut compter la multiplicité, parce que c'est pas pareil de couper de façon transverse et de couper de façon tangente. Quand ça coupe de façon non transverse, il faut associer une multiplicité. Là. Ici c'est 2, parce qu'il y a un sens précis à ça. Pourquoi des fois c'est 2, des fois c'est 3. Il faut compter aussi avec multiplicité. Ça, vous l'avez déjà vu avec. Vous voyez en terminale, quand vous faites les équations de degré 2, elles avaient tout le temps 2 racines. Les 2 racines, elles sont soit toutes les 2 réelles, différentes, soit elles sont complètes sur le 2, ou alors elles doublent. Il y a toujours 2, mais condition de se mettre d'accord sur ce que ça veut dire. Donc c'est avec multiplicité. Avec ces 3 sous-entendus, le terme de Bézout vient sur C, projectif et avec tout le truc de Créonat, il faut le faire en fait sur une surface compacte, pas seulement R2, il faut rajouter des points infinis, il faudra peut-être sur C, et puis il faut aussi, quand vous comptez des trucs, il faut compter la multiplicité. Un dernier, par exemple, vous faites 2 cercles, voilà. 2 cercles comme ça, ils sont censés se couper 4 fois d'abord, 2 degrés, 2 degrés, 4. Là, j'ai ici, il y a 0. Donc, c'est pas grave qu'ils soient à l'infini, ils sont imaginaires. Hein. Mais comme ça, moi, j'arrive à en créer 2 réels. C'est un peu troublant quand même que j'arrive jamais à intersecter 2 cercles en 4 points comme vous dites. Vraiment, c'est que quand vous faites des cercles, là, il y a 2 points, attention, vous voyez, il y en a 2 qui sont à la fois coordonnées complexes et à l'infini. C'est 2 fois cachés. Coordonnées complexes et à l'infini. Là, ils sont tout ça va. Tout ça va. Je pense là, je pense qu'il y en a 2 complexes, pas à l'infini et 2 complexes. Il y a une façon d'avoir l'intuite, si vous remplacez les cercles par des ellipses, alors vous commencez à voir que c'est plausible du 4 points. Il y a un dessin réel des 4 points. Des cercles, c'est
théorème-là, rien que pour définir le degré, c'est une manip géométrique, et vraiment, il faut être dans ce cadre-là, c'est un peu plus difficile. Ok, super, j'arrête. Merci. Du coup, est-ce que quelqu'un a des questions? Moi j'avais deux questions. Ouais. La première c'est la notation pour le degré dynamique. Ouais. Ça vient d'où? Ce lambda, c'est parce que c'est une réponse, c'est parce que c'est comme ça qu'on note les valeurs propres. Pourquoi les valeurs propres comme ça? Parce que comme ça ressemble tellement aux valeurs propres, on a pris cette notation par imitation. Okay. Je vous ai pas dit aussi dans le cas monomial, voilà, celui qui est là, le cas monomial où il n'y a plus l'application des fonctions de données. Donc là, ce que j'ai appelé lambda, c'était le degré dynamique de l'application XY. Elle était attachée à cette matrice-là. C'est le degré dynamique vu comme l'application, mais en fait c'est aussi la plus grande valeur propre, c'est aussi le rayon spectral de valeur. Donc là c'est un endroit où vraiment c'est. Quand c'est donné par une matrice à coefficient entier et que c'est monomial, en fait les deux principes en fait, c'est raisonnable de les séparer. Ça te convainc ça? Deuxième question. C'est sur la taille du groupe. Vous avez dit que c'était un grand groupe. Ouais. Je ne connais pas trop les outils pour estimer la taille des groupes à part les plonger dans le groupe. Mais du coup, comment on peut se rendre compte de la taille du groupe ou de quelle façon on peut l'estimer? Un peu plus dur celle-là. Je vais essayer de répondre en faisant un groupe qui est gros, mais qui est ridiculement petit par rapport à tout le monde. Donc, un groupe qui est gros, c'est ce qu'on appelle le groupe libre sur deux générateurs. Comme ça, le groupe sur deux générateurs. Donc ça, c'est un truc de théorie des groupes abstraite. Vous dites, on va fabriquer les éléments d'un groupe. Là, ils étaient assez concrets, les éléments de mon groupe, parce que c'était des transformations de R2. Donc là, non, les éléments du groupe, ça ne va pas être des transformations, ça va être juste des objets symboliques. Et c'est tous les mots qu'on peut écrire avec les deux lettres A et B et leurs inverses. On donne 4 lettres, mais on note A, A-1, B, B-1. Et on fait tous les mots possibles. C'est une succession de lettres, de longueur arbitrairement grande. Un élément là-dedans, typiquement, c'est A, B, A, A, B, B, A-1. Je fais attention à ne pas mettre un à côté, sinon il se composer dans ce groupe-là, c'est prendre un mot, le mettre à la suite du deuxième, et puis compenser s'il y a des moins 1 B à côté. Ça, c'est la bonne composition. L'inverse, c'est le retourner et changer de suivant. Vous avez un truc abstrait sur lequel vous avez une nouvelle groupe. En fait, c'est le groupe le plus compliqué possible où vous avez deux générateurs. Vous avez deux générateurs et puis il n'y a jamais rien qui se compense. Tous les mots possibles, vous les avez. C'est le groupe le plus gros possible avec deux générateurs. Donc, on pourrait dire c'est la façon un peu sophistiquée de noter, c'est que vous faites le produit libre, une copie d'un groupe Z, que vous connaissez bien. Donc là, c'est celui qui est engendré par les A, celui qui est engendré par les B. Produit libre, c'est que vous faites toutes les combinaisons possibles. Un petit bout celui-là, un petit bout celui-là, un petit bout celui-là, jamais rien. Ok, donc vous pourriez aussi utiliser 3 lettres. Moi, du coup, vous auriez, comme ça, vous pourriez avoir des C comme n'importe. Ça serait le groupe sur 3 lettres. Vous aurez 3 copies de votre 3 générateurs avec leurs valeurs. F4, F5. Ok. Vous pouvez faire un truc encore plus monstrueux. Au lieu de paramétrer les lettres par les entiers, déjà vous pouvez mettre une infinité de lettres, paramétrées par tous les entiers. On les en met un million, vous mettez tous les entiers possibles. Et là, vous pourriez les paramétrer par des nombres réels. Vous avez un continuum de générateurs, et tous engendrent votre. Vous faites des mots, vous avez une infinité de lettres et une infinité de noms des nombres actuels.
ça, c'est contenu dans le livre. Ce groupe livre avec un continuum du générateur, il est contenu dans le code. Il y a des sous-groupes dans Cremona qui sont aussi horribles que ceux qui. C'est gros, hein. Et d'un autre côté, il contient le groupe de matrice aussi. Il contient les. Ce que j'ai décrit là, sans le dire précisément, il y a une partie discontinue énorme, mais il y a aussi des parties continues qui ressemblent avec des notions de dimension. Et tout ça, ça s'imbrique de façon un peu compliquée. C'est un objet assez. Vous pouvez justement des points cachés du coup dans C, et est-ce qu'il y a des représentations, des manières de le voir du coup dans C, mais qui ne soient pas R2 pour justement faire apparaître les endroits là où il y a. Il n'y a pas de magie. La technique standard, c'est ça. C'est pour voir les 4 points, on dessine des courbes réelles. Donc là, il faut les cercles, c'est pas une bonne idée, il faut faire des coniques, des ellipses. Et avec les ellipses, on voit les 4 points. Et en fait, quand je dessine ça, je pense que c'est des courbes de degré 2 sur C. Je sais qu'elles doivent avoir 4 points, donc je les dessine comme ça. Et si tu dessines ça, je sais que les 2 points sont manquants pour une raison qui soit encore complète. C'est le dessin donne la mauvaise intuition. Et celui-là donne la bonne intuition. De toute façon, c'est juste des dessins pour supporter l'intuition. C'est pas du tout des dessins. On ne fait jamais des dessins dans ce domaine qui ont des valeurs de preuve comme dans la géométrie qu'on fait dans le collège. Voilà. Si tu veux montrer l'alignement de 5 points, par exemple, sur ta figure, tu l'as fait précisément, tu le constates. Alors là, c'est pas ça du tout. C'est plutôt pour supporter l'intuition d'un truc pas exactement comme ça. À un moment, il faut lâcher tes sabres. C'est juste c'est une façon de réfléchir, de supporter, parce que tout l'art est abstrait quand même, on travaille les dessins de façon à supporter l'intuition, mais à un moment, si l'intuition, s'il n'y a pas de dessin adapté, on fait sans. Oui, c'est bon. Dans les points 2 et 3 du théorème, là, l'argument que vous m'avez donné, c'est que la racine énième, elle va détruire le degré de n entre guillemets. Oui, pourquoi ça s'arrête à 3 du coup? Enfin, à 2. Ah oui, c'est un peu. Parce que la racine énième, elle déjà, aussi, quoi. Vu que je ne vous ai pas donné quadratique, vous pourriez même douter que le quadratique existe. Il est assez pénible à aller chercher. J'ai pas d'argument massif. Parce qu'en fait, on sait pas. À 3 variables, on peut se poser. Il y a ça aussi. Cremona, on peut. Je vous ai dit le groupe de Cremona, j'ai fait R2, mais en fait, il faut choisir le corps dans lequel on travaille, c'est-à-dire des coefficients. Enfin, je vous ai fait sur R parce que la question de degré n'est pas dépendante des coefficients. Donc, on pourrait changer où on regarde les coefficients, on pourrait aller dans des corps finis, par exemple. Et on pourrait changer aussi le nombre de variables. On pourrait passer à 3 variables, se demander est-ce qu'il y a des choses. Par exemple, à 3 variables, on ne sait pas, à l'heure actuelle, on ne sait pas si on peut avoir des croissances polynomiales de degré jusqu'à où. On ne sait pas. Je pense qu'on a degré 6, ça existe, et on ne sait pas si on peut faire plus grand. Donc c'est un peu pas clair, quoi. Alors pourquoi ça s'arrête à 3 enfin pourquoi 3 n'existe pas? Là j'ai pas de. Tu vois, moi quand je suis dans le domaine, moi je connaissais les croissances bornées linéaires exponentielles et les quadratiques, j'y croyais pas vraiment jusqu'à ce que. Voilà l'exemple qui est quadratique. Et la preuve pour voir qu'il y a autre chose, elle est finie. Dans le livre, c'est le chapitre 4. Et c'est un gros morceau. Hein. Oui, Question sur le théorème, est-ce que les conditions, est-ce que les comportements sont mutuellement exclusifs? Est-ce qu'ils sont vérifiés 1 alors on est oui, bien sûr. En principe, c'est écrit pour que ça soit comme ça. Tu as un doute entre quoi et quoi, par exemple? Parce que si tu es coincé entre 1 sur 1, n et AN, ça ne peut pas être un truc avec le carré, sinon ça déborde par l'autre. Pareil ici, si ce truc-là que tu essaies de mettre là, il va se faire déborder par le bas. Les n carrés grandissent plus vite que les. Même si tu mets des constantes différentes, au bout d'un moment, c'est le n carré qui gagne sur le n. Donc ça grossit plus gros que ça grossit vers l'infini, alors ça c'est borné. Donc les cas ils sont exclusifs. Et là, c'est une exponentielle, ça grandit beaucoup plus vite que ça. Tout le monde est degré d'un 1 sur l. Et juste, du coup, quand on passe en projetif, le théorème, c'est pareil. Oui, le théorème est énoncé pareil. Disons, ce qu'on pourra chacun, voilà, par exemple,
par rapport à mon histoire que j'ai rajoutée là, il faut passer du cas R2 à un espace compact, il faut rajouter les points infinis. Alors, dans chacun des cas du théorème, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe une façon de rendre la surface compacte? Il y a plein de façons de rendre R2 compact, de rajouter les points infinis, plein de façons différentes. Est-ce qu'il y en a une qui serait meilleure que les autres et qui ferait que l'application birationnelle, elle devient indéfinie par il n'y a plus les petits tirets là, parce qu'il y a des endroits où c'est mal défini, ça sera vraiment un automorphisme de cette notation. Donc par ici, alors, ici par exemple, quand vous êtes borné, c'est l'énoncé sophistiqué, il dit c'est borné et ça revient à il existe une surface compacte où ça vit comme un automorphisme, il n'y a aucun endroit où c'est mal défini, et en plus on peut déformer les coefficients pour le rendre jusqu'à l'identité. Il y a des précisions qui sont un peu techniques et qui reposent sur le contexte. Celle-là, dans la deuxième, c'est il y a une structure de fibration. Il y a une surface sur laquelle il y a une fibration, c'est-à-dire il y a une famille de courbes qui est préservée par l'application. C'est mon exemple typique de ça, c'était ici dans le côté. Vous voyez que y égale constante est préservée. Ça, c'est la famille de courbes, les courbes y égale constante. C'est une famille de courbes qui est préservée, c'est pas un hasard. Toutes celles qui sont ici, elles préservent une famille de courbes de genre. Chacun des items, on peut essayer d'expliquer ce comportement de la suite des degrés, c'est si et seulement si tel phénomène géométrique se passe. C'est suivant les bouts. Donc là, c'est en termes de fibration comme ça, là, c'est en termes d'automorphisme qui se déforme vers l'identité. Et celui-là, il est pénible à la soin. Il est plus dur à. Et pourtant, le marquage, là, il y a une fibration en courbe. C'est un peu c'est presque la même chose que ce que j'étais en train de dire. La surface préférée où ça vit comme automorphisme, ou la surface préférée où ça vit avec la fibration préservée, c'est la forme normale. Donc la forme normale, c'est. Ce qui est particulier dans ce monde-là, c'est que pour les applications linéaires, tu changes de base, donc tu étais dans ton espace correct, tu changes la base, et c'est tout ce que tu fais. Mais là, c'est pas seulement que tu changes de coordonnées, c'est que tu changes de surface. R2, tu l'avais compactifié en espace collectif. Alors, non, c'est pas la bonne. Il y a un autre espace qui n'est pas l'espace collectif, qui compactifie aussi, et sur lequel c'est mieux. Donc il y a l'ingrédient en plus de trouver la bonne surface, et là, de trouver est-ce qu'il y a une structure de fibration qui est préservée, ou est-ce que, ma première histoire, là, c'est un automorphisme qui se déforme de façon continue sur l'identité. L'étape qui est particulière à ça, c'est trouver la bonne surface. On s'y attendait pas, mais pour ceux que ça intéresse, on a un doctorant qui va venir parler du théorème de Bézout pendant au moins une bonne heure. Ah oui. Si jamais vous voulez continuer sur ça, c'est possible. C'est qui va faire ça? C'est André Lissin. Ok. Ce sera. Non, pas là maintenant. Alors, juste pour vous tenir au courant des prochaines conférences. La semaine prochaine, c'est une semaine assez chargée, mais plus dans des domaines de physique. Il y a un peu de maths, mais c'est des maths plus appliquées qui seront là jeudi prochain pour le tour des sciences qui aura lieu à l'université. Mais ce dont parlait Mathias, c'est une conférence qui aura lieu la semaine encore d'après, donc dans 2 semaines, le mardi dans 2 semaines. Et comme il dit, c'est un doctorant de l'IMT qui nous fera une conférence sur les espaces projectifs et le théorème de Bézout. Donc si vous voulez venir, restez au point sur l'Instagram ou sur le site web, vous aurez toutes les informations de toute façon. Et encore une fois, merci beaucoup à Stéphane Lalille pour la conférence. Du coup, oui, sur les publications par rapport à cette conférence-là, il y avait un dessin avec des traits et des L1, 2, 3. Et oui, qu'est-ce que c'est? Oui. Est-ce que vous pouvez en parler vite fait ou que ça rentre pas? Ouais, ok. C'est le. Pas facile. C'est lié à celle-là. Le dessin, il représente une façon de
résoudre les problèmes avec cette application-là. AXY associé à X Y. Au moins, tu vois qu'au point 0,0, il y a vraiment l'air d'avoir un problème. Et une façon de résoudre le problème, ça c'est les axes de R2 ou C2. Donc, quand tu fais l'espace projectif, tu rajoutes des points à l'infini, tu rajoutes plein de points à l'infini, tu rajoutes une point. Décision de combien de clients, 5 côtés. Il y en a deux qui sont les axes, et l'autre c'est la droite que tu as rajouté à l'infini. Le point où il y a déjà un problème, le point, c'est l'origine. Et en fait, on avait l'impression que ce point était spécial parce qu'on a essayé d'écrire, mais en fait, tout est symétrique. Donc ce point et ce point et ce point, ils ont exactement le même ordre. Donc il y a aussi un problème là, il y a aussi un problème. L'application est bien définie partout, sauf en 3 points. Là, il n'y a vraiment pas de façon de définir. Là, elle est objective, mais là, elle est bien définie, mais elle n'est pas objective. Tous les points qui sont ici, ils vont tous envoyer là. Toute la droite, elle envoie tout ici. Toute cette droite, c'est moralement, si tu fais x égale 0, donc tu fais x égale 0 et y pas 0, y est pas 0, donc ça, tu as envie de dire c'est l'inverse de y. Et x égale 0, tu as envie de dire c'est infini. Donc du coup, ça va en face à l'infini, et dans toutes les directions. À l'envers, tous les pôles sont là, ils vont. Ok, alors après, en géométrie algébrique, il y a un truc qui s'appelle l'éclatement, qui dit un point, tu peux le remplacer par une boîte. Donc, tu peux transformer la surface avec ce que je disais, vague, tu as une surface, tu as plein de façons de compactifier, c'est exactement ce truc-là. Tu peux remplacer les points par des côtes. Donc ce dessin-là, tu peux remplacer ce point, ce point et ce point par des côtes. Tu crées 3 courbes qui n'étaient pas sur la surface initiale, ça c'est P2. Ça c'est P2, on peut rajouter 3 courbes, et tout le reste droite là, elle est là. Cette droite là, elle est là. Le fait d'éclater, remplacer ce point par ça, ça les a séparés. Voilà, tu as le dessin de là. Okay. Donc on dit que c'est la façon d'aller de P2 de départ vers le P2 d'arrivée, c'est de transiter par ce dessin là. On rajoute 3 courbes, et puis on enlève 3 autres. C'est par symétrie. J'ai rajouté celle-là, donc j'enlève les 3 qui étaient là, hop, je retourne sur un autre triangle, mais dans l'autre sens. C'était point de droite, c'était droite. Ça, en fait, pour comprendre comment ça marche et le constater le visu, il faut travailler encore avec des projectives. Et là, c'est moins facile. Je ne peux pas le faire de façon aussi élémentaire que. Si tu as déjà vu ce que c'est quand même projective, tu peux faire l'exercice de voir ce que je raconte, tu le vois avec Question d'Elias, dernière minute, boum.